Bien, je suis très heureux de laisser la parole maintenant à Michel Duru, qui est directeur de recherche émérite à l'INRAE, qui a une longue et riche carrière, qui a commencé par traiter de la santé des prairies, puis de celle des animaux qui mangeaient l'herbe des prairies, puis des humains qui mangent les animaux, et il va nous traiter dans un contexte de santé unique, One Health, de la prairie à l'assiette. Monsieur Duru. Bien, merci pour l'invitation. Je suis désolé, je n'ai pas pu être là ce matin, j'ai été pris par un autre public. Donc, mon parcours a été bien résumé. Je suis agronome. J'ai fait ma carrière au début sur les prairies de montagne, pas de problème, et l'élevage. Et puis une anecdote, le 10 juin 2010, si je me souviens bien, j'auditionnais mes collègues de l'INRAE de Rennes qui travaillaient sur la vache laitière. Ils disaient, selon que la vache mange du maïs soja ou de l'herbe, la composition du lait n'est pas la même, c'est très important pour la santé. Mais j'ai dit, pourquoi à l'INRAE on s'intéresse à l'herbe, à la vache, et on ne va pas jusqu'à la composition de l'assiette et la santé? D'ailleurs, c'est des questions d'acides gras. Et de ce jour-là, j'ai bifurqué, comme on dit, j'ai changé complètement ma carrière à l'INRAE. On a quand même cette liberté dans la recherche. Et j'ai commencé à m'intéresser à la santé, à l'alimentation et à la santé humaine, qui sont d'ailleurs les trois piliers, l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et puis avec le contexte international, je pense surtout le dérèglement climatique, je me suis intéressé aussi aux liens à l'agriculture, le climat, la biodiversité, l'eau, enfin toutes les grandes questions. Et comme je n'ai pas terminé, malgré mon âge, je continue à travailler. Donc je vais exposer en 4 points ce problème. D'abord, je vais faire le constat, vous savez, il n'est pas brillant, et montrer que ça nécessite une approche systémique. Hier soir, j'étais à une conférence sur les pesticides, mais si on approche les pesticides en disant comment réduire, on n'y arrive pas. Les pesticides, l'azote, le climat, la santé, c'est un même problème. Dans une deuxième partie, je vais parler d'alimentation, de One Health, c'est-à-dire notre santé, mais notre alimentation, ça impacte la santé de la planète. Ça conditionne la santé du sol. Je ferai la même chose pour l'agriculture, et je terminerai en montrant que la crise est quand même grave, mais pas insurmontable, et qu'on a besoin, il y a multiples verrous, de changements transformateurs. Ce n'est pas des évolutions, ce n'est pas des petits pas, ce sont des pas de géants. Et je parle en tant que chercheur, je ne parle pas en tant que militant, c'est autre chose. Je résume ce qui s'est passé au niveau, là c'est la France, depuis 1800. Vous voyez que en ordonnée, c'est la production d'énergie. On regarde la courbe noire, c'est l'énergie nette qu'on produit. Donc ça a été multiplié par plus que par 2, la production de biomasse, si vous voulez, entre la Deuxième Guerre mondiale et maintenant. On peut se dire c'est super. Donc c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses ou la Révolution verte. Les rendements se sont considérablement améliorés. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est que la biomasse qu'on produit, donc ce que vous avez sur la graphique de droite, ça sert à faire de la nourriture, le food, ça sert à nourrir les animaux, le feed, ça sert à faire des fibres, le chanvre ou le lin pour faire du textile, ça sert à faire des agrocarburants, par exemple le colza, ça sert à faire du bois, et le 6e F, c'est la fertilité, c'est-à-dire une partie qui retourne au sol. Or, il y a eu 2 changements majeurs en l'espace de 60 ans. Il y a moins en moins de biomasse qui est restée au sol, et donc la matière organique des sols, qui est le critère de vitalité des sols, a diminué. Donc plus de gaz à effet de serre, moins de fertilité. S'il y a moins de fertilité, il faut compenser par les intrants chimiques. Et le deuxième changement majeur, c'est qu'on a donné de plus d'importance à l'alimentation des animaux au détriment de la nôtre directe, la production végétale. Et puis en plus, on a exporté. Donc c'est les changements majeurs. Les autres changements majeurs, c'est la spécialisation à toutes les échelles. Là, c'est la carte de France des systèmes laitiers, concentration dans l'Ouest, les poulets et les porcs, c'est encore pire. Et puis l'internationalisation, donc la circulation des ingrédients, le soja, tous les ingrédients qui circulent. Autre chose, baisse du prix réel des aliments. Avant, il y a 40-50 ans, 30% du coût de l'alimentation, c'était 30% de nos revenus. Maintenant, c'est plus que 15%. Mais en même temps, il y a de plus en plus de gens qui ne mangent plus à leur faim, y compris en France. Et puis, beaucoup d'agriculteurs qui vivent très mal. Les conséquences de tout ça, donc on peut dire c'est super, plus de biomasse, on produit plus, c'est des dégradations du point de vue environnemental. Ici, donc, la teneur en matière organique s'est effondrée, donc plus d'érosion, départ des pesticides dans les rivières. Et les sols qui étaient des puits de carbone,
sont devenus des émetteurs de carbone, au moins dans les vignobles, dans les zones de grande culture. Ici, c'est la carte officielle des pesticides dans les eaux souterraines, à 2 dates très proches, 2010 et 2018. Vous voyez qu'elle s'est complètement noircie, malgré des plans éco-phyto où l'enjeu était de diviser par 2 l'utilisation des pesticides. Nous ne sommes pas arrivés, et ça s'est aggravé, en particulier dans les zones de culture intensive du centre de la France et du nord de la France. Ici, c'est la carte des pollutions à l'échelle européenne de l'ammoniac dans l'air. On en parle très peu de l'ammoniac. Ce sont des émissions qui viennent de l'élevage, ce sont des précurseurs de particules fines, et à la clé, ce sont des maladies pulmonaires. Vous voyez la carte, le violet, ce sont les zones d'intensif d'élevage, Vallée du Pô, Bretagne, et tous les Pays-Bas et l'Angleterre. Les nitrates dans l'eau, ce n'est pas beaucoup mieux. C'est aussi les zones d'agriculture intensive, notamment d'élevage intensif, sans lien au sol, je préciserai, où ces pollutions sont plus importantes. Je passe à la santé. En France, l'obésité a triplé en l'espace de 35 ans. Mieux, des maladies très communes comme le diabète, on dispose de statistiques par classe d'âge. Malheureusement, c'est que de 1997 à 2013. Vous voyez que pour les plus jeunes d'entre nous, les moins de 45 ans, le nombre de cas de diabète a doublé. On est passé de 10 000 cas nouveaux par an à 20 000. La classe intermédiaire en orange, ça a aussi doublé. On a le même type de courbe pour les cancers, polyarthrite, maladies coronariennes, certaines formes d'autisme et des dépressions sévères. Et c'est pour la classe la plus jeune, les verts, que l'augmentation est la plus grande pour la maladie de Crohn, spondylarthrite. En moyenne, la cause génétique de ces maladies, c'est 20%. Et ça a été démontré à partir du suivi de vrais jumeaux, des homozygotes. Ça peut être 5% de certaines maladies, 80%. Donc ce sont des causes environnementales. Ces maladies progressent comme si c'était des maladies infectieuses, comme si c'était viral. Or, ce sont des maladies liées en grande partie à l'environnement. Voilà ce qui se passe, le tableau maintenant, au niveau général. Donc, je vais parler des 4 santé. La santé des agroécosystèmes, c'est ce qu'on cultive. Baisse de la biodiversité cultivée. En France, 4 cultures occupent 95% des territoires en culture annuelle. Dégradation des sols. Au niveau animal, il y a des épizooties, vous savez, les maladies contagieuses, donc la fièvre, la grippe aviaire. Le bien-être animal, j'en parle pas, mais on en parle tous les jours dans les journaux. Du point de vue santé humaine, les zoonoses, le Covid, c'est en une forme. L'antibiorésistance, 45 000 morts par an en Europe. Les maladies chroniques, dont je viens de parler, c'est 15% de la population française. La baisse de la fertilité humaine, masculine et féminine. Et puis, précarité alimentaire, 15%, 10%, je ne sais pas trop, de la population française. Et de revenus de certains agriculteurs. Et au niveau global, la santé du système Terre, c'est l'eau, la biodiversité, l'air. Il y a bien sûr le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources, l'énergie, mais vous connaissez aussi le phosphore en agriculture qui n'est pas renouvelable, la déforestation, l'érosion de la biodiversité, la qualité de l'eau. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans les flèches. Tout est relié. Je ne donne qu'un exemple, mais il y en aurait de multiples. Le changement climatique érode la biodiversité. L'érosion de la biodiversité dans les zones déforestées, ça met en contact la faune sauvage avec la faune domestique et la transmission donc, de maladies virales. Et quand on a malbouffe, on est beaucoup plus sensible à ces maladies virales. Je ne détaille pas, tout est lié. Et tant qu'on raisonne, qu'on fait de la recherche ou des politiques en silo, on n'y parvient pas. Tous les plans sont des échecs en France, sauf le plan antibiorésistance. Les antibiotiques dans le monde animal ont été divisés par 2. Mais pour les nitrates, c'est un échec. Pour les pesticides, c'est un échec. Pour le climat, c'est un échec. Parce qu'on prend les problèmes par le petit bout. Donc, nous en sommes arrivés, si on prend maintenant la dimension planétaire, au point où on a dépassé des limites planétaires. Qu'est-ce que c'est les limites planétaires? C'est les zones d'incertitude où, au-delà d'un certain seuil, on ne peut pas en prévoir les conséquences et l'évolution du système Terre. Nous en sommes arrivés à un point où tout ce qui est en rouge, on a dépassé. On parle beaucoup du climat, c'est bien sûr vrai en haut, mais le dépassement les plus grands sont pour les pertes, pour les cycles biogéochimiques, l'azote et le phosphore, et ça c'est lié à l'agriculture. Il y a aussi les nouvelles entités, comme les plastiques, les microplastiques, vous savez, là, qui ont envahi, on en a chacun, paraît-il, l'équivalent d'une carte bancaire dans le cerveau, enfin, ou dans le corps. Il y a aussi la perte des biodiversités, et je vais en parler largement après.
Et fait important, vous voyez les cartes entre 2009, 2015 et 2023, le nombre de limites planétaires est dépassé. Pour l'azote, il ne faudrait pas que, vous savez que pour le climat, il ne faudrait pas émettre plus de 2 tonnes en équivalent CO2 par personne. Nous sommes à 9-10 en France, donc on est 4 fois hors des clous. Pour l'azote, au niveau local, il ne faudrait pas que l'excédent d'azote dans les champs dépasse 50 kg. Et dans la moitié des cas, en France, ça dépasse 50 kg. Donc nous sommes hors des clous. Donc ce n'est pas des ajustements à la marge qu'il faut faire. Nous en sommes arrivés à un point où dans le monde, il y a des coûts cachés générés par un système alimentaire défaillant, c'est-à-dire du champ à l'assiette. Ces coûts pour la France sont estimés à 170 milliards d'euros. Ce n'est pas des bricoles. J'ai fait une synthèse de plusieurs travaux où on montre qu'en Europe, quand on dépense 1 euro pour se nourrir, il faut presque 1 euro pour réparer la santé et la nature. Réparer la santé, c'est les frais de sécurité sociale, les remboursements, c'est les jours non travaillés. Réparer la nature, c'est par exemple épurer l'eau, ou fermer des sources et en créer de nouvelles. Il y a 4 facteurs principaux qui sont à l'origine de ces coûts cachés. Ce sont des excès. Les excès d'engrais azotés, je viens d'en parler. Les excès de pesticides. Les excès d'élevage sans lien au sol et de surconsommation de protéines animales, je vais y revenir. Et les excès d'aliments ultra transformés. Ce sont les aliments que vous ne cuisinez pas chez vous, mais qui correspondent à des ingrédients dans lesquels on a ajouté des additifs, des émulsifiants, des édulcorants, et ce sont aussi des aliments pour lesquels on a cassé la matrice, et donc on perd des propriétés qui contrôlent notre satiété. Ces aliments sont aussi addictifs. Et donc, vous voyez le bilan, j'arrête là, il faut des changements transformateurs. Ce n'est pas uniquement contrôler les flux d'azote de pesticides, il faut des réorganisations fondamentales, systémiques, qui sont à la fois sociales, technologiques. Ça suppose de changer de façon de penser, de changer de paradigme et de valeur. Et donc pour ça, il n'y a pas de magie, mais de plus en plus on promeut, c'est le sujet aujourd'hui, le concept de One Health, une seule santé. C'est une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux, des écosystèmes. On reconnaît qu'il y a des liens entre la santé humaine, la santé animale, la santé des agroécosystèmes et la santé du système Terre. Et on reconnaît aussi que l'action de l'homme est à l'origine de ces défaillances. C'est pour ça qu'on dit que depuis les années 50, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, on parle d'anthropocène. Mais ce n'est pas le cours naturel des choses, c'est nous, humains, qui avons changé les choses. Je passe maintenant à la partie sur l'alimentation. L'alimentation, en France, nous sommes à côté de la plaque. Si on prend le plan national nutrition santé, bon, je ne vais pas tout lister, mais 3/4 d'entre nous dépassons les consommations de viande rouge de 500 grammes par semaine, 2/3 la charcuterie, on ne consomme pas assez de légumineuses. Les fibres qui sont pas utiles pour notre corps, mais qui sont l'aliment du microbiote que nous hébergeons dans notre intestin, nous n'en avons que 15 grammes par jour, alors qu'il en faut 30. 90% d'entre nous, si nous sommes représentatifs, n'avons pas l'aliment qui permet aux microbes de fonctionner. Les oméga 3, qui ont un rôle anti-inflammatoire, 90% d'entre nous n'avons pas les 2 grammes par jour. Nous sommes dans un système qui est chroniquement inflammatoire et donc qui est à l'origine de beaucoup de maladies. Et ces maladies, donc j'en ai parlé tout à l'heure, toutes les maladies chroniques. Et si je résume, il y a un certain nombre de facteurs favorables, je les répète, les fibres, les oméga 3, les antioxydants, et ça s'est dégradé au cours des 40 dernières années. Et mon anecdote sur l'élevage tout à l'heure, il y a 50 ans, les vaches mangeaient de l'herbe, maintenant il n'y en a plus qu'un tiers du lait qui est fait à l'herbe. Ce n'est pas la seule chose, mais ça a contribué à dégrader notre alimentation, ça a contribué à passer d'un régime anti-inflammatoire à un régime pro-inflammatoire. Et puis les facteurs défavorables, il y a bien sûr les acides gras saturés, mais il y a aussi les résidus de pesticides. Nous y sommes tous exposés. L'enquête Nutrinet Santé INRA-INSERM, 100 000 personnes auxquelles je ferai référence, met en relation le type de consommation qu'on a et la concentration en résidus de pesticides dans les urines. Monte en puissance le cadmium. Le cadmium, c'est un métal lourd aussi dangereux que le mercure. Il est dans les engrais phosphatés, et notamment ceux qui proviennent du Maroc. Et comme l'entreprise française qui importe trouve que c'est trop cher d'épurer le cadmium, nous sommes le pays, semble-t-il, que nous sommes le plus contaminé. On le retrouve dans notre sang, et ce qui est
vraisemblablement un des facteurs qui explique l'augmentation des cancers du pancréas. Et puis les fameux aliments ultra-transformés, outre les antibiotiques qui, modèlent, appauvrissent notre microbiome intestinal. Donc quand on parle de biodiversité, il y a bien sûr les éléphants et tout ça, mais il y a la biodiversité dans notre intestin qui s'effondre. Et ça se transmet de génération en génération. Quand le microbiote de la maman s'appauvrit, celui de l'enfant s'appauvrit aussi. Donc ça s'est fortement dégradé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que c'est réversible pour partie. Mais il faut des changements radicaux. Je passe à l'alimentation et la santé. Pour bien comprendre ici, je présente cette figure qui est une synthèse de multiples études à l'échelle internationale. Pour 100 grammes de protéines que nous ingérons, on regarde les ressources nécessaires en eau, en énergie, en terre, et on regarde les impacts sur le dérèglement climatique et sur l'eutrophisation des eaux. En rouge, c'est la viande rouge. En bleu, c'est le fromage. En marron et violet, c'est le poulet et le porc. Et en vert, c'est les légumineuses. Ces aliments ont tous à peu près entre 20 et 25% de protéines. Et quand vous regardez les ressources nécessaires, surface, énergie, eau, il y a un facteur de 1 à 5 ou à 10 entre des produits végétaux riches comme les légumineuses riches en protéines et les produits animaux. Et l'impact sur l'environnement, c'est la même chose. Et donc, ça a une traduction très concrète. Ça veut dire, je précise, je ne suis pas militant, je suis scientifique, je ne suis pas végétarien, je ne suis pas végane. Mais plus on mange de viande, plus ça impacte le dérèglement climatique, plus ça contribue à des besoins supplémentaires en énergie, en eau, et ça impacte la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, pour une même assiette, plus on a de viande, plus il faut de surface pour se nourrir. Je prends l'exemple d'un Français moyen. Il émet sur l'année 1600 kg de CO2. Alors, qui viennent de l'agriculture. Qu'est-ce que c'est le CO2 ? Quand on fait de l'agriculture, il y a le CO2 du tracteur ou du chauffage de la serre. Okay, mais ça, c'est que 15-20%. Le reste, 40%, c'est le méthane des vaches et des moutons. Et 40%, c'est le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre très puissant qui provient des émissions des engrais azotés lorsqu'ils sont mis sur le sol ou des émissions des engrais organiques aussi du fumier. C'est la réalité, c'est 100 millions de tonnes en équivalent CO2. Donc on parle d'équivalent, pourquoi ? Parce que le méthane, c'est 30 fois le pouvoir de réchauffement du CO2 et le protoxyde d'azote, c'est 300 fois. Donc quand je mange, un Français moyen, l'essentiel finalement des gaz à effet de serre provient des productions animales, ça c'est hors boisson, et tout le reste, c'est-à-dire le pain, les fruits et les légumes, ce n'est que la petite partie qui est à droite de la barre rouge. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir un régime bien moins impactant sur l'environnement, 1000 kg ou 800 kg en équivalent CO2, sans pour autant être vegan et végétarien, en réduisant la proportion de viande et de produits laitiers. Parce que quand on réduit un peu la viande et le produit laitier, on remplace des aliments qui émettaient fort émetteurs de gaz à effet de serre par des aliments qui en émettent 10 fois moins, 5 à 10 fois moins. Et pareil, il faut moins de surface aussi. Et la très bonne nouvelle, c'est l'enquête Nutrinet Santé. On va comparer le 5e des Français qui mangent le moins bien, en rouge, au 5e des Français qui mangent le mieux, en vert. On compare pour des indicateurs santé qui sont en haut, les nutriments, c'est des indicateurs qui font foi maintenant, mais on va regarder pour le nombre de mètres carrés nécessaires pour se nourrir par jour, en bas à gauche, ou pour les équivalents CO2 en émissions de gaz à effet de serre. Le régime vert, qui est le meilleur, on consomme 1 gramme de protéines par kilo poids corporel. Ce sont les recommandations. Si je pesais 100 kg, ça ferait 100. Moitié végétal, moitié animal. 50 grammes de protéines pour 100 kg, 50, 50. Okay, et puis les fibres, il y en a 30 grammes par jour. C'est-à-dire c'est le top pour le fonctionnement du microbiote. Donc ils sont meilleurs pour la santé, ces régimes. Je suis très rapide. Si on regarde le régime rouge, il consomme entre 1,5 et 2 grammes de protéines, donc 40% en plus, ou 50%, 2 tiers de protéines animales. Et puis, il n'y a que 16 grammes de fibres par jour. Quand on regarde l'impact environnemental, entre le rouge et le vert, on passe de 6 kg en équivalent CO2 par jour à moins de 3 kg. On passe de 15 mètres carrés pour se nourrir par jour à 7 mètres carrés. Donc, vous voyez, le régime alimentaire, la très bonne nouvelle, le meilleur pour la santé, c'est le meilleur pour la planète. Et les marges de progrès sont considérables et toutes attestées scientifiquement par des études françaises, européennes, internationales. Nous en sommes arrivés à un point, on peut définir simplement un bon régime alimentaire pour le commun des mortels, si je puis dire. C'est la règle des 4 V. D'abord, un régime vrai.
passer de 30% des calories fournies par les aliments transformés, descendre à 15%. Ensuite, un régime plus végétalisé, divisé par 2 la consommation de viande en moyenne et un peu de lait. Un régime varié. Ce n'est pas 5 fruits et légumes que les Français ne suivent pas qu'il faut. C'est 25 fruits et légumes différents par semaine. Pourquoi? En faisant varier la couleur. Une pomme verte, ce n'est pas le même antioxydant qu'une pomme jaune. Un poivron vert, ce n'est pas la même chose qu'un poivron rouge. Varier au maximum. Et la 4e chose, c'est régénérer le vivant. Donc on parle beaucoup de consommer bio ou conventionnel. On peut aller plus loin maintenant, ça sera l'objet de la partie suivante. Se sourcer son alimentation dans des modes de production agricole qui contribuent à séquestrer du carbone dans les sols et à améliorer la biodiversité. Et donc il faut changer la composition de l'assiette, les modes de production. Mais nous sommes confrontés à des verrous énormes, les lobbies qui ne veulent pas entendre parler de manger plus vrai. Même l'INRAE qui avait fait une étude dans Restauration qui disait que les restaurateurs n'avaient pas pris au sérieux le problème de la végétalisation, je précise végétalisation, ce qui ne veut pas dire arrêt de la viande. L'INRA a été obligé de supprimer le tweet, a été obligé de supprimer sa mention sur son site internet, obligé. Et puis la loi d'orientation agricole qui vient de paraître, la loi Duplon, le terme d'agroécologie dont nous étions très fiers a disparu du texte. Voyons maintenant le lien à la terre. L'agriculture des années des 30 glorieuses, c'est basé sur les intrants fossiles. Le travail du sol, donc la charrue, les pesticides de synthèse et les engrais de synthèse. Et ça a tous les inconvénients que je viens de vous décrire. La forme moderne de cette agriculture, c'est d'utiliser les technologies, le numérique, la génétique, la robotique, pour réduire les impacts. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre le bon produit, l'engrais, à la bonne dose, au bon endroit, au bon moment. Et ça, ok, c'est mieux, mais ce qu'on appelle la biodiversité associée, c'est-à-dire les vers de terre, la coccinelle qui mange le puceron, ça ne les promeut pas. Et donc, ça ne permet pas de fournir les services à la société. Cette agriculture n'est pas régénératrice. On ne contrôle pas l'érosion, on ne séquestre pas du carbone. Les plantes continuent à les fertiliser et à les protéger par des pesticides. Et donc, l'agriculture du futur, c'est une agriculture où il y a une biodiversité planifiée. C'est-à-dire, de manière intentionnelle, on diversifie les cultures. On met des légumineuses, elles n'existent plus dans les champs pratiquement. On associe des variétés entre elles pour qu'elles résultent mieux aux champignons. On associe des cultures graminées légumineuses pour que les couverts végétaux soient moins vulnérables. On couvre le sol en permanence. Ce n'est pas comme à Toulouse, vous avez tournesol, vous avez blé, 5 mois de sol nu, puis de tournesol. C'est quelque chose qui est extrêmement critiquable. Il faut des infrastructures écologiques, des haies et de l'agroforesterie. Et quand on fait ça, ça impacte positivement les services fournis par l'agriculture à la société, l'érosion, le stockage de l'eau, la nutrition des plantes, et indirectement parce que ça va permettre à la coccinelle d'avoir le gîte et le couvert aux 4 saisons pour qu'elle mange le puceron. C'est une image, bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Voyons, on ne sait pas tout évaluer actuellement, mais ce qu'on sait évaluer, c'est 3 types d'agriculture. C'est pareil, ce n'est pas une expérience, c'est de multiples expériences. À droite, vous avez les impacts. Plus on est à l'extérieur du graphique, mieux c'est, moins il y a d'impact. Et à gauche, vous avez les services. En rouge, c'est l'agriculture conventionnelle. En vert, l'agriculture biologique. Et en bleu, c'est l'agriculture conservation des sols. Ce n'est pas de labour, mais ça n'exclut pas les intrants de synthèse. Quand on regarde les impacts, tout est mélangé. Le bio, c'est mieux parce qu'il y a moins de toxicité, mais ça produit moins à l'hectare. Par contre, quand on regarde les services à la société, l'agriculture conventionnelle, c'est toujours moins bien. L'agriculture bio ou l'agriculture conservation des sols, c'est mieux. Mais en France, où en sommes-nous? Bien, les courbes vertes et bleues, ce type d'agriculture, c'est au mieux 20% de l'agriculture. 80%, nous sommes dans le rouge, si je puis dire. Je n'ai pas choisi cette couleur par hasard. Alors après, on peut... Donc ça veut dire que qualifier les agricultures par un critère, c'est un non-sens. Si je suis contre le bio, je vais prendre le besoin en terre. Si je suis pour le bio, je vais prendre l'écotoxicité. Et donc, il faut absolument avoir plusieurs critères et après discuter pour savoir comment pondérer ces critères. Je passe à l'élevage. Là, c'était simplement la production de biomasse. L'élevage, c'est plus compliqué parce qu'il contribue beaucoup au dérèglement climatique à cause du méthane. Vous avez vu que la carte des algues vertes et de l'ammoniac, c'est essentiellement l'élevage. Il y a tous les problèmes de bien-être et de santé animale. La santé humaine, trop de viande, ou notamment de produits comme les charcuteries, ce n'est pas terrible pour notre santé.
Et puis, nous sommes très dépendants, pas souverains, parce qu'on importe 1,5 million d'hectares, donc 3,5 millions de tonnes de soja qui viennent du bout du monde. Et même si ça a régressé, c'est loin d'être abandonné, et on remplace le soja par des tourteaux de colza. Et le colza, c'est le coproduit du carburant. Et faire du carburant avec du colza, ce n'est pas le top actuellement, parce qu'il faut mettre beaucoup d'énergie pour en retirer très peu. Ici, c'est la carte de France stylisée. J'ai été choqué quand je l'ai faite, à partir du statistique officiel du ministère de l'Agriculture. C'est à l'échelle. Les 2 tiers de droite, c'est pour l'élevage, des prairies et des cultures. Le tiers sur la gauche, c'est les productions végétales. Alors, en bas, c'est pour nous nourrir, et en haut, c'est pour l'exportation. Quand on produit 100 de céréales en France, 15% c'est pour nous nourrir, 10-15%, nous, le pain. 40% c'est pour les animaux en France, 50% c'est pour l'exportation, soit pour les humains, soit pour les animaux. En plus, on importe donc beaucoup de soja, beaucoup de fruits et légumes, on importe même de l'huile de palme pour faire des agrocarburants, et on exporte. Donc la France, c'est une ferme d'élevage. Et vous avez vu ce que j'ai dit sur l'élevage? Oui, mais... je vais peut-être passer rapidement, parce que c'est assez long. Donc, 5 leviers pour orienter l'élevage, notamment de ruminants. Il faut le maintenir, mais il faut le baser sur les prairies. Les prairies présentent de nombreux avantages environnementaux. Il faut développer massivement les légumineuses pour qu'il y ait une autonomie en protéines des élevages, pour éviter de faire appel au soja ou au colza. Les déjections, il faut les méthaniser. Il y a des inconvénients, mais encadrés, parce qu'on récupère de l'énergie. Quand on met les déjections dans un méthaniseur, on récupère de l'énergie, et c'est beaucoup plus efficient de faire l'énergie à partir des déjections des vaches et des cochons qu'à partir du colza. On peut séquestrer du carbone dans les sols par les prairies aussi. Et puis, le pâturage, ça permet d'améliorer les conditions d'élevage. Donc, il y a tout un tas de connaissances qui montrent que l'élevage, il y a le pire et le meilleur. Bon, je montre quelques exemples ici. L'associer des espèces animales entre elles, faire pâturer des interrangs entre la vigne, pâturer des couverts végétaux entre 2 cultures. Donc il y a plein de formes, plein d'innovations possibles. Mais ça a un coût et ça suppose de changer radicalement le système. Je passe à ma dernière partie, des changements transformateurs. Qu'est-ce qui s'est passé en 50-60 ans? C'est une distanciation, alors qui est d'ordre géographique, on consomme plus ce qui est produit localement, une distanciation économique. Il y a beaucoup d'intermédiaires entre ce qui est produit et ce qui est consommé. La plupart des aliments sont transformés, déstructurés, restructurés. Il y a une distanciation cognitive. La plupart des gens ne savent pas d'où viennent les aliments, comment ça a été fabriqué. Et une distanciation politique, une massification de la demande alimentaire. Sur le schéma de droite, à l'échelle de la France, on a en haut moins de 400 000 exploitations agricoles, en bas 67 millions d'habitants. Et comme il n'y a pas de relation directe entre agriculteurs et producteurs, ou très peu, le marché est tenu par 300 grosses entreprises de l'agroalimentaire et 6 grandes plateformes. Et donc le pouvoir, il est là. Et c'est ce pouvoir qui formate les pratiques agricoles, et je pourrais te donner de multiples exemples, et qui formate nos modes de consommation. Je vais donner un exemple ici. Comprendre la relation entre intensification de l'agriculture et les maladies chroniques. Je fais le grand saut. L'agriculture française, donc c'est ça, hors prairie. C'est 4 cultures, je répète, le blé, le maïs, le tournesol et le colza, qui occupent 95% des cultures arables, des terres à culture arable. Les petits points verts, c'est le colza, le soja, le lupin, la févrole, les légumineuses qui ont disparu. Ce système de culture, ce n'est pas du tout l'agroécologie. Donc ça ne permet pas d'exploiter les fonctionnalités naturelles des écosystèmes. Ça ne permet pas d'avoir la coccinelle qui mange le puceron. Et donc ça dégrade ce que vous avez en haut à gauche, les écosystèmes, et ça nécessite beaucoup d'intrants pour se maintenir. Les acheteurs de ces produits, c'est les grandes industries, transformateurs comme Unilever, Nestlé, peu importe, celles qui vont sur cela. Et eux, ils exigent de l'agriculture des grandes quantités d'un produit bien calibré, produit massivement sur un territoire, pour avoir des économies d'échelle, pour réduire les coûts. Et ça leur permet de faire un marché de composés. C'est-à-dire à partir du blé, de la betterave, on fait un tas de coproduits,
des additifs du type sirop de glucose, qu'on trouve même dans la saucisse de Toulouse, j'ai vu l'autre jour, des amidons modifiés, de la lécithine de soja, qui sont mis dans ces fameux aliments ultra transformés, qui, pour beaucoup, pas tous, sont nocifs pour notre santé. Et donc, à partir de ce petit nombre de matières premières, dans un marché international, on fabrique une très grande gamme de produits alimentaires qu'on trouve dans les supermarchés. Regardez les rayons de yaourt, ça s'étale sur 10 mètres. Ces produits sont, pour la plupart, donc pour un tiers en énergie, sont ultra transformés. Et maintenant, c'est prouvé, c'est démontré par les études épidémiologiques qu'ils impactent la santé, que ce soit le diabète, l'obésité et autres maladies cardiovasculaires. Mais on a un système qui est logique. Et il est logique, il est cohérent, parce qu'on ne tient pas compte de ces coûts cachés ni sur la santé, ni sur l'environnement. 170 milliards. Un dernier exemple, avant de conclure. Ici, c'est le bilan carbone de l'agriculture, du système alimentaire. Vous avez en ordonnée les émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2. Donc c'est surtout un peu de CO2, beaucoup de méthane, beaucoup de protoxyde d'azote. C'est la situation actuelle. Donc en dessous de zéro, ça veut dire qu'on séquestre du carbone. Actuellement, on ne sait pas trop, en gros, on est neutre. En gros, l'agriculture ne séquestre plus de carbone ou n'en déséquestre plus. Je rappelle que les objectifs des politiques publiques, c'est de diviser par 2 les émissions, c'est-à-dire de passer de 100 à 50. C'est la barre en pointillé que vous avez là. Quand on prend tous les savoir-faire qu'on voit dans la nature, ou ce qu'a fait la recherche, les bonnes pratiques agricoles, le bon produit au bon endroit au bon moment, l'introduction de légumineuses, la 2e colonne, la couverture permanente du sol, la 3e colonne, donc quand vous additionnez tous les petits bâtons, on va réduire de 30 millions de tonnes. On ne divise pas par 2. Et donc le seul moyen de diviser par 2, c'est aussi de changer notre régime alimentaire. Parce que vous avez vu qu'on peut passer de 1600 kg de CO2 par an à 8 ou 900 kg sans être vegan et végétarien. Et c'est meilleur pour la santé. Et quand on fait tout ça avec la méthanisation, vous le voyez en bas, on peut séquestrer plus de carbone dans les sols. Et donc la très bonne nouvelle, c'est que ça a un impact multi-domaine. Quand on fait ça, c'est mieux pour la planète, puisqu'il y a moins de gaz à effet de serre émis, où on le compense par la séquestration du carbone. C'est mieux aussi pour le sol, parce que dès qu'on met de la matière organique dans le sol, on active la vie biologique du sol. C'est la clé de l'agriculture agroécologique. Or, les sols se sont appauvris en carbone. Et c'est mieux pour la santé des plantes, c'est le moyen et la condition de créer la niche écologique pour se passer des pesticides et que les plantes se nourrissent en faisant beaucoup moins appel aux intrants de synthèse. Et puis, c'est mieux pour la santé humaine. C'est vraiment l'approche One Health. On sait faire. Il y a exactement le même type de graphique pour l'azote. Actuellement, on met 22 millions de tonnes d'azote dans les champs. Les 3/4 sont perdus. Et donc, si on veut arriver aux objectifs des politiques publiques, il faut toujours agir sur tous ces leviers. Je ne vais pas les détailler. Et donc, le système actuel, si je le résume, il est complètement verrouillé, mais il est cohérent. On a, on maintient une agriculture peu diversifiée, puisqu'on a même supprimé le terme agroécologie, et on pense améliorer l'agriculture par les technologies sol. C'est d'abord la biodiversité et les technologies en accompagnement. Ce n'est pas contre, c'est une priorité. Et on se trompe de priorité. C'est aussi changer les chaînes de valeur. Elles sont mondialisées, centralisées. Et puis, on est toujours dans la santé avec les médicaments. On trouve des substituts, des sans gluten, des trucs. On ne change pas la chose. Et le système est cohérent parce qu'on ne tient pas compte de ces coûts cachés. Et donc, si on veut arriver, il faut changer de cohérence. C'est-à-dire qu'il faut changer notre régime alimentaire, il faut penser notre santé par rapport à notre microbiote, il faut utiliser les fonctionnalités de la nature et tous les microbes du sol et le rôle de la biodiversité dans les paysages, et puis il faut un système alimentaire plus territorialisé, type les plans alimentaires territoriaux ou un certain nombre d'autres choses dont je pourrais parler. Justement, les changements radicaux à faire, c'est déjà pour rapprocher producteurs et consommateurs les plans alimentaires territoriaux. Mais ça, c'est combien? C'est 10% du marché, 20%. C'est ce qu'on appelle les filières courtes. Mais les filières longues existent. Et il commence à y avoir un frémissement en Europe, en France et en Belgique. C'est des coalitions d'industriels ou de coopératives qui, au lieu de raisonner culture par culture, McCain pour la pomme de terre, Danone pour le lait, ils s'associent dans un territoire pour soutenir une agriculture plus diversifiée. C'est un frémissement. Il y a à la fois du greenwashing, mais il y a de très bonnes choses. Donc, c'est des choses qu'il est possible de faire. Donc, pour vraiment terminer, j'en arrive à l'idée qu'il y a 4 choix stratégiques
à raisonner de manière coordonnée et de manière ordonnée. Le premier choix stratégique, c'est moins consommer de protéines animales. J'ai dit moins. Et mieux, c'est-à-dire moins d'élevage, mais des élevages plus autonomes, avec un lien au sol, où il y a une autonomie protéique basée sur les prairies pour les ruminants, avec des coproduits ou des produits déclassés pour les monogastriques, c'est-à-dire les porcs et les volailles. Si on fait ça, on améliore la souveraineté agricole. On n'importe plus 1,5 million d'hectares ou 3,5 millions de tonnes de soja. Et c'est aussi moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est des produits animaux qui ont une fonction anti-inflammatoire, alors que la majorité d'entre eux, pour nous, ont une fonction inflammatoire. Deuxième chose, quand on fait ça, oui, on libère 3 à 5 millions d'hectares utilisés pour l'élevage, qu'on réattribue à la nourriture végétale. Donc c'est plus de fruits et légumes dans les champs et dans les assiettes, et c'est de l'agroécologie qui parfois produit moins, mais on a la surface nécessaire. Et si on fait ça, ben c'est moins de pollution par les pesticides, c'est plus de services à la société comme la séquestration du carbone. C'est aussi une moins grande dépendance aux énergies fossiles, parce que si on met des engrais, si on met des légumineuses, on se dispense d'importer du gaz russe ou des engrais russes, comme c'est le cas actuellement. Troisième chose, c'est moins de fabrication et de consommation d'aliments ultra transformés. Nous avons avec notre carte bancaire ce pouvoir. Et si on fabrique moins d'aliments ultra transformés, on n'a plus une industrie qui oriente l'agriculture vers l'intensification et la spécialisation. On lève ce verrou. Et donc on réduit les importations, donc plus de souveraineté alimentaire. Et ça permet une meilleure répartition de la valeur dans les chaînes alimentaires. Et ça passe par une quatrième condition, eh bien, c'est la territorialisation du système alimentaire, donc les projets alimentaires territoriaux, ou une véritable coalition d'acteurs, d'industriels et de coopératives dans les territoires pour soutenir, encourager et financer la diversification des cultures. Je n'ai parlé que du quatrième point aujourd'hui. Il y a bien sûr les énergies, mais je ne peux pas ne pas dire ce qui est marqué au-dessus, à savoir que les conditions pour changer ce système alimentaire, ce n'est pas qu'une question de flux de carbone et d'azote ou de pesticides, c'est mettre fin à la pauvreté, c'est s'attaquer aux inégalités flagrantes, y compris en France, renforcer l'éducation. Le choix fait actuellement est trop peu et trop tard. On voit même qu'on fait des marches arrière. On sait faire, on a les connaissances scientifiques. Ce qu'il faut faire, c'est des pas de géant et une volonté politique forte. Je vous remercie de votre attention. Oui, c'était dense. Et puis heureusement, c'était après le repas. Vous n'avez pas coupé l'appétit. Je ne suis pas sûr que ce n'était pas complètement ultra transformé. Vous avez des questions? Oui, il y en a plein. D'abord, je voudrais vous remercier pour cet exposé qui était très clair et édifiant. Et je voulais ajouter, vous parliez de frémissement, qu'il y a de plus en plus sur le territoire des initiatives liées à la sécurité sociale alimentaire, et notamment à Toulouse, un dispositif qui s'appelle Caisse Alim, et qui est très intéressant sur justement ce que vous étiez en train de dire, qui permet à toutes les citoyennes et tous les citoyens d'avoir accès à une alimentation choisie dans le respect du vivant, et de notre santé. Et je vous invite vraiment à aller creuser ce dispositif qui est vraiment très très intéressant pour reprendre un peu le pouvoir sur notre alimentation dans le respect du vivant et de ceux qui nous nourrissent au quotidien. Oui, tout à fait, je n'ai pas beaucoup parlé, mais ça fait écho à ma dernière diapositive. Alors le problème, c'est que tout ça, ça existe. Il y a plein de choses vertueuses qui existent sur notre territoire, mais c'est anecdotique. L'impact est, je ne dis pas nul, mais ça concerne une si faible fraction que, en gros, 80% du système alimentaire, il reste dans le système agro-industriel, malbouffe. Merci pour votre présentation. J'avais une petite question par rapport à l'équilibre des surfaces entre les surfaces agricoles, les surfaces habitables et la surface de reforestation. Est-ce que, dans un objectif en fait, que tout ça puisse cohabiter avec l'augmentation de la population au niveau mondial, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? C'est un point important que je n'ai pas abordé, qui est l'artificialisation des sols, soit pour des constructions, soit pour des routes, enfin des aménagements routiers. Et donc, de mémoire, on dit qu'on perd un département en terre agricole tous les 10 ans, quoi.
Donc il y a une loi, vous savez, pour la compensation, là, arrêtée, mais en fait, je crois qu'elle est remise en cause ces jours-ci, quoi. Donc, parce que plus on réduit la surface agricole, plus il faut intensifier pour se nourrir, quoi. Alors, en Europe, alors, au niveau mondial, la déforestation est une catastrophe. Et nous, Européens, nous y contribuons. C'est-à-dire, dès qu'on mange du poulet, derrière, il y a du soja, le plus souvent de déforestation. Les agrocarburants, il y a de l'huile de palme. On mange beaucoup de chocolat en France aussi. Et le chocolat aussi, il y a de la déforestation derrière. Donc, j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, en Europe et en France, en tout cas, on a plutôt reforesté au cours des 50 dernières années. Donc, ce n'est pas un problème. Mais par contre, pendant ce temps-là, on a contribué à la déforestation ailleurs, sous les tropiques, dans des zones extrêmement critiques d'un point de vue écologique. Et donc, sensibiliser au fait qu'on peut avoir déjà arrêter d'artificialiser les sols, parce qu'en plus, je n'ai pas parlé beaucoup d'eau, ou j'en ai pas parlé du tout, mais c'est fondamental d'arrêter l'artificialisation. Et puis, on peut bien sûr, peut-être qu'il y a des zones qu'il faut reboiser en France, mais surtout, il faut penser large. Il faut penser que par nos modes d'alimentation, sans qu'on le sache, on contribue à la déforestation. Et je ne peux pas ne pas mentionner ce qu'en train de naître, c'est quand même des choses positives. C'est le Planet Score. C'est un indicateur, environnemental de notre alimentation. Et qui commence à apparaître dans certains médias ou qui est accessible via Yuka, où certains distributeurs le mettent. Vous avez une note biodiversité, une note climat et une note pesticides, quoi. Et donc, vous pourrez, si vous êtes sensible, choisir vos alimentations, vous saurez s'ils contribuent ou pas à la déforestation. Alors moi, j'ai une question depuis ce matin. Je vous entends parler de biodiversité, je vous entends parler de vaches, de porcs, de poules. J'ai jamais entendu parler de poissons. Alors j'aimerais entendre parler de poissons parce que j'aime le poisson. Oui. Alors, je sais que la biodiversité dans les océans est en train de baisser. Alors, je suis pas un spécialiste. Et je voudrais en entendre un peu parler peut-être. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais... Le rapport de l'Ifremer qui Oui, sortit oui, on parle d'agroécologie, ce que j'ai parlé, mais on parle maintenant de pêche-écologie. Donc il y a un très bon article qui est accessible dans le média gratuit qui s'appelle The Conversations en français. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les poissons, ceux qui sont les moins impactants, c'est les petits poissons, quoi. Et eux, ils sont vertueux parce que les sardines, les harengs, les maquereaux, c'est des poissons très riches en oméga 3, dont nous sommes déficitaires. Alors que les gros poissons, excepté le thon, qui est pollué au mercure, ou le saumon, qui est surpâturé, si je puis dire, n'apportent pas d'oméga 3, quoi. Et donc, il faudrait... Et c'est vrai que c'est un problème mondial. Après, il y a toutes les techniques de pêche, mais ce n'est pas ma spécialité, mais vraiment, il y a des études très pertinentes, très intéressantes, très holistiques qui viennent de sortir il y a très peu de temps, quoi. Oui, mais même le plan national nutrition santé, c'est consommer des poissons 2 fois par semaine, un jour les poissons gras, un jour les autres poissons, quoi. Et en fait, la question, je ne suis pas capable d'y répondre, c'est est-ce que c'est tenable, est-ce que c'est généralisable. Donc c'est la raison pour laquelle, pour cette question d'oméga 3, comme c'est un des éléments, pas le seul, mais vous avez vu, c'est un élément clé de la nutrition santé, beaucoup proposent de passer peut-être par les algues ou par des compléments alimentaires, quoi. S'il vous plaît. Non, j'ai pas dit moi, j'ai dit voilà ce qui est dit. Non, parce qu'il y a un problème au niveau mondial. Donc si on voulait avoir suffisamment d'oméga 3, parce qu'après je peux l'étendre, les produits animaux, ils ont quand même cette spécificité, que ce soit les poissons ou le lait, d'avoir le DHA, EPA, qui sont les acides gras à longue chaîne, c'est eux, ces acides gras à longue chaîne, qui ont les fonctionnalités. Alors que l'oméga 3, acide alpha-linomique, qu'on trouve par exemple dans l'huile de colza ou dans les noix, n'est pas du DHA, EPA. Et nous ne sommes pas forcément bien équipés pour le métaboliser. Enfin, bon, je peux discuter plus si vous voulez. Pour avoir observé des agriculteurs qui font des céréaliers, je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'avaient plus du tout la maîtrise de ce qu'ils allaient semer. Il y a des techniciens qui passent pratiquement très très régulièrement, qui analysent le sol, qui disent il faudra planter ça ici, etc. Est-ce que c'est lié uniquement pour avoir des aides ou est-ce que c'est devenu une généralité? Je l'ai vu, c'est certain. Après, non, vous avez raison. Ça leur échappe complètement. Alors, il y a déjà ce que j'ai dit avec beaucoup d'insistance, c'est-à-dire que le négoce ou les coopératives, donc les agriculteurs vendent ils vendent pas au supermarché, hein. Ils vendent à des coopératives ou des négoces ou des industriels, et eux ont des exigences. Et comme je vous ai dit, ces exigences sont souvent, pas toujours, contraires à l'agroécologie. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est qu'en France,
nous avons une multitude d'acteurs qui gravitent autour de l'agriculture. Parce qu'il y a les conseillers agricoles des chambres d'agriculture, il y a les conseillers agricoles des coopératives, et il y a tout un business, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, privé, hein, qui vendent des produits ou des conseils aussi. Et donc, il n'y a rien d'obligatoire, mais les agriculteurs sont assaillis, si je puis dire. Et donc, après, vous savez qu'il y avait aussi les coopératives vendaient le produit, ils vendaient les semences et les produits phytosanitaires et le conseil, donc ça a été séparé. En fait, ça n'a rien changé. Les produits phytosanitaires, on en utilise la même quantité, parce qu'on prend le problème par le petit bout de la lorgnette. Ce que je vous ai, ma dernière diapositive, je vous explique, si on veut raisonner les pesticides, vraiment les baisser, ce n'est pas uniquement le bon produit, la bonne molécule, comme fait beaucoup la recherche. Je vous dis, ça passe par consommer moins de viande, ça peut paraître bizarre, c'est parce qu'on libère de la terre pour faire de l'agroécologie. Et c'est arrêter qu'il y a la pression de l'agro-industrie pour formater l'agriculture sous une forme simplifiée. Parce que la biodiversité dans les champs et dans les sols et les paysages, c'est la clé de voûte de l'agriculture agroécologique. Donc il y a trop de monde non coordonné, chacun vend sa marchandise, voilà, en résumé. Oui, c'est ça, 100 € de dépenses alimentaires, 5 restent à l'agriculteur, je crois. Alors, c'est rien. C'est-à-dire que si on augmentait de 10% le prix du blé ou du lait, ça ne change pratiquement rien pour le consommateur. Mais pour l'agriculteur, ça change énormément, ça change tout. Et ça, c'est lamentable. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Et je me demandais, sur vos travaux que vous avez faits sur les prairies, est-ce que vous avez vu s'il y a des systèmes d'exploitation des prairies qui sont compatibles à la fois pour le bétail et pour la faune sauvage et qui sont durables pour les ongulés sauvages, par exemple, et le bétail en même temps? Alors là, je ne suis pas très compétent, je dois dire. Je sais qu'il y a des études, mais je ne connais pas tout. Mais globalement, parce que le problème pour les prairies, c'est la fauche. Et donc, si on a des prairies semi-extensives, donc il y a des pratiques qui consistent à faucher tardivement, au moins certaines parcelles. Et on peut, si vous voulez, bon, ça peut être ma compétence, la flore de la prairie, on peut la formater, si vous voulez, l'orienter en jouant sur plusieurs choses, quoi. Et on a des façons de conduire la prairie où la qualité du fourrage baisse pas très vite au cours du temps, alors qu'il y a d'autres types de plantes où ça baisse très vite. Donc si la qualité baisse très vite, il faut faucher rapidement, sinon il n'y a pas une bonne valeur fourragère, et donc à ce moment-là, ce n'est pas compatible avec la faune. Par contre, par des pratiques extensives, on peut arriver à produire et avoir des types de flore dans les prairies, des types de plantes qu'on peut récolter tardivement sans pénaliser trop la valeur alimentaire. Donc il y a des créneaux où c'est compatible, et c'est très technique, quoi. Bonjour, j'avais une question par rapport aux méthaniseurs. Quand vous parlez des méthaniseurs, vous pensez plutôt à un méthaniseur qui régulerait les déchets de la ferme, d'une ferme, ou plutôt des usines de méthaniseurs, comme on voit certains projets qui nécessitent... Oui, je comprends. Donc j'ai dû mettre méthanisation encadrée. Alors je n'avais pas le temps de détailler, maintenant je détaille. Parce que la méthanisation, elle est critiquée pour plusieurs... Donc il y a des effets bénéfiques en termes de récupération d'énergie, mais il y a plusieurs inconvénients. Donc il faut éviter. Bon, si ce sont de très grosses unités, il y a des problèmes dans les paysages, mais surtout, ça a toute une logistique de transport qui fait que donc on gagne d'un côté, mais on perd de l'autre. Et puis, il y a une autre restriction, c'est qu'on récupère le méthane, bien sûr, c'est bien pour la société. L'agriculteur récupère l'azote, mais il perd quand même quelque chose, il perd de la matière organique. Donc si on est dans des sols appauvris, pauvres en matière organique, comme je l'ai dit, apporter le digestat, c'est-à-dire le reste on va entretenir un sol pauvre en matière organique. Donc c'est la raison pour laquelle donc, il y a plusieurs limites qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que je parle de méthanisation encadrée. Mais il y a des cas de figure sur des méthanisations collectives, mais de petite dimension, où on utilise les déchets, donc les déjections animales, plus les déchets de la commune, si ce n'est pas à grande taille. Et si on met le digestat, donc le reste, après avoir retiré le méthane, si on le met sur des sols assez bien pourvus en matière organique, c'est plutôt vertueux. C'est toujours une question d'équilibre, c'est pas oui, non, je pourrais parler du glyphosate, je pourrais parler un tas de choses. C'est toujours complexe, il faut trouver le juste équilibre. Merci Monsieur Duru. À chaque fois que je vous écoute, j'apprends plein de choses et c'est un vrai plaisir.